Et bienvenue dans ce 18-20 du Cercle de l'Aube, cette édition du 15 mai 2026, pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir Gus de Blood et Lima is Gaming. Bienvenue messieurs. Bien, merci, bienvenue, salut. Bienvenue, promis. Bienvenue aux gens qui vont nous regarder sur YouTube, Bienvenue aux gens, voilà. plateforme. Bienvenue à vous. Comme d'habitude, on va Salut. parler de JDR, de jeux de plateau, de TCG Wargame, notre passion, de jeux vidéo, de ciné et de séries, et on parlera très rapidement de l'actu de nos invités. Aujourd'hui, on va un petit peu courir, je suis désolé, mais on a nos deux amis qui vont partir sur une partie jeu de rôle, juste après ce 18-20. Donc on va un petit peu traiter les choses rapidement sur cette session, sachant que je reviendrai vers vous à la fin pour vous annoncer aussi que le prochain 18-20, on sera Octogone, et celui d'après, on sera de retour. Et donc ça fait 15 jours sans information, et on y reviendra à la fin. Et on passe tout de suite à l'actu JDR et jeux de plateau. Et on ne pouvait pas attaquer cette édition sans parler de Lima et de son petit voyage qu'il a fait le week-end dernier au festival du jeu de rôle de Kaisersberg. Tu as eu la chance de passer quelques jours sur place. Quels souvenirs t'en retiens? Quels sont tes bons moments vécus? Parlons un petit peu des animations, qu'est-ce que tu as pu découvrir? Au niveau des souvenirs que je retiens, toujours le cadre magnifique, Kaisersberg, un village médiéval typique alsacien qui a été élu plusieurs fois, 2 fois je crois, village préféré des Français. C'est pas pour rien d'ailleurs. Et du coup, ce que je retiens, les rencontres, les bons moments passés avec les copains de JDR, au rang desquels principalement Cécile et Olshad qui étaient là aussi. Cécile qu'on vient de voir lancer une hache dans une cible à l'instant. Et du coup, des échanges aussi avec des éditeurs, avec des auteurs, où d'ailleurs on aura à l'occasion de Octogone le plaisir d'interviewer le créateur du JDR Susano, que j'ai pu rencontrer à Kaisersberg. Comme vous avez pu voir, on avait aussi des super cosplays qui étaient faits. Donc c'est un cadre excellent pour notre passion et beaucoup de choses qu'on aime partager, quoi. Cool, en tout cas tu nous as fait un beau petit reportage, un beau petit vlog. Tu as essayé de condenser en quelques jours pour qu'on puisse le voir aujourd'hui, donc c'est cool. Ça avait l'air vraiment fantastique, visuellement très beau, comme tu dis, village médiéval alsacien très typique. Moi ce que j'apprécie d'ailleurs dans ce genre de village, c'est qu'il y a une très belle conservation. Pour être allé de nombreuses fois en Angleterre, au Royaume-Uni, etc., ils ont plutôt tendance à recréer des choses qui des fois sont même pas vraies. Là pour le coup, tous nos villages de France ont tendance à bien conserver leurs bâtiments, leurs monuments, etc. Et là on voit ta visite du château là. Voilà, ça a l'air d'être vraiment propre, vraiment bien tenu. Le festival, n'en parlons pas, avait l'air vraiment cool. On revoit Cécile qui lance la hache. Bravo à elle pour avoir mis dans la cible. Moi j'aurais mis dans le château peut-être. Voilà. Tu as fait reporter sur le terrain, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as pu participer à l'actual play du soir, éventuellement? Non. Il y avait très peu de place dans la salle, donc je n'y étais pas. J'étais au resto au moment-là. C'était bien aussi. Voilà, mais c'était bien aussi. Mais le lendemain, on a Olshad qu'on voit là justement qui refaisait le même scénario, et plus dans une salle, mais du coup à l'extérieur, sur la place de la mairie. Ils avaient donc fait pour l'occasion à 10h le matin une nouvelle version de cet actuel plan. Okay. Le même scénario. On leur fait un coucou et on les retrouve le week-end prochain lors du festival jeux de rôle, jeux de plateau, etc. de Octogone. Et on passe tout de suite au sujet suivant, et comme à notre habitude, on va un petit peu écumer les financements participatifs. Et ici, on va parler du jeu de rôle Dark Leningrad, qui est actuellement en campagne sur Kickstarter. Créé par Alexandre Kobayashi Jeannette, le projet plonge les joueurs dans une Europe de l'Est post-apocalyptique, entre survie, exploration et désespoir social. Mais derrière cette campagne se cache surtout un auteur bien connu de la scène JDR indépendante française,
Kobayashi est notamment à l'origine de jeux comme Black Sword Hack, Into the Dark ou encore Fléau, plusieurs fois soutenu avec succès via les financements participatifs. Dark Leningrad existe déjà depuis plusieurs années dans le cercle indépendant, mais avec une réputation construite autour de son approche sandbox brutale et narrative, basée sur un système 2d6 simple et létal. Cette nouvelle campagne vise à proposer une version enrichie et modernisée du jeu, avec une nouvelle direction artistique signée Gabriel Quiroga, qui a aussi fait Warplan et Neurocity. Avec son ambiance à mi-chemin entre Metro 2033, Stalker et le RPG old school européen, Dark Leningrad s'impose comme une campagne indépendante les plus intéressantes du moment. Et en parlant de Dark Leningrad, je crois aussi que tu as un jeu Image Gaming sur un peu dans la même vibe, alors peut-être moins dark, mais aussi sur le RSS, des choses comme ça. Voilà. Effectivement, Stalker. Effectivement, mais Dark Leningrad, c'est un jeu qui m'intéresse moi personnellement. Je pense que je crois pas qu'il soit encore, qu'il soit déjà en ligne. Le financement, je crois, il va pas tarder à démarrer. Je vais dire la bêtise. Mais je pense que je vais y participer parce que ça me plaît bien, ça me parle. Europe de l'Est, post-apo. Il y a marqué bientôt en ligne. Ouais, il n'y a pas encore la date de sortie. Par contre, je vois que c'est la mode en ce moment, mais c'est un truc qui est cool. Je vois qu'à première vue, il y aura même un mode solo. Oui. Donc, c'est effectivement quelque chose, comme tu dis, qui est cool. On l'avait vu en début d'année, c'était un petit peu l'année des jeux duo. Et pour le jeu de rôle, j'ai l'impression que c'est aussi un petit peu l'année des modes solo. Et c'est plutôt appréciable parce que pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir une équipe avec qui jouer, où on connaît la difficulté de planning des fois des autres joueurs, donc je trouve appréciable que les éditeurs et les créateurs de jeux fassent de plus en plus, j'ai l'impression même quasiment dans la totalité des jeux qui sortent, des modes solo. Donc c'est vrai que c'est vraiment réfléchi pour le mien aussi du coup. Et ben voilà, une bonne idée en plus à ajouter. Du coup, un mot, mais j'ai envie de dire un mot sur un projet qui n'est pas encore lancé malheureusement. Alors c'est vrai que le projet a l'air intéressant, l'auteur en plus est connu et à première vue ses jeux sont appréciés, donc ça promet du bon, mais moi personnellement je ne le prendrai pas, mais j'y jouerai volontiers. D'ailleurs, je disais un mot, mais une petite précision, parce que c'est du 2D6, donc je suppose, et je pense pas trop me tromper de dire que c'est un PBTA. Donc voilà, 2D6, vous connaissez le système, hein, on passe 7, 8, 9, c'est un oui mais, on passe au-dessus, c'est un oui franc, et vous réussissez votre action, et en dessous, vous échouez l'action. A priori, je pense qu'on est à peu près sur le même système, même si pour l'instant, j'ai pas plus de détails. Eh bien écoutez, si on n'a pas plus à en dire, on passe au sujet suivant, et on reste chez Kickstarter avec la campagne du jeu de rôle officiel Tom Clancy The Division, qui est actuellement en cours chez Arcane Asylum Publishing. Le projet qui adapte l'univers post-pandémique du célèbre jeu vidéo en une expérience tabletop orientée survie, tactique et reconstruction de la société. Le jeu utilise un nouveau système maison appelé Gris, basé sur les poules de D10, pensé pour garder une forte tension narrative tout en restant fluide et tactique. Les joueurs incarnent des agents activés au cœur de l'effondrement de New York, entre factions hostiles, missions de terrain et protection des survivants. La campagne propose plusieurs ouvrages dont un Agent's Manual, un Coordinator's Manual, un Starter Set et même des figurines. Un Quick Start gratuit est actuellement disponible pour découvrir le système et l'univers, et de notre côté, on a déjà eu la chance et l'occasion d'y jouer en live lors de notre émission Quick Start, que vous pouvez d'ores et déjà retrouver en rediffusion sur YouTube. Avec une première émission dans cet univers particulièrement tendu et immersif, on peut d'ores et déjà vous faire un retour sur le Quick Start proposé. Lima, est-ce que tu as vu le Quick Start de ton côté ? Non, pas encore. Dommage. J'ai prévu de le regarder, mais je suis concentré sur autre chose en ce moment. J'évite de me disperser. Sinon, ça va être compliqué Octogone la semaine prochaine. Donc, voilà, je priorise. Alors moi je suis désolé, mais c'est The Division, c'est un truc qui en jeu vidéo m'aurait intéressé, mais en RPG ne m'intéresse pas du tout. Donc du coup je suis passé totalement à côté de ce truc. Alors pour le côté jeu vidéo, effectivement, il est très intéressant parce que moi j'y ai joué au premier, je crois, si je dis pas de bêtises. Il était top. Il y avait un mode PVP, un mode PVE entre guillemets.
autour d'un centre-ville un peu isolé dans lequel tu rentrais et que ça devenait un peu un battle royale, qui était assez intéressant. Le 2, j'ai pas eu la chance d'y jouer. Par contre, pour le coup, moi j'ai joué à la partie de Quick Start sur le jeu. Quoi vous en dire? J'ai joué une médic et il n'y a personne qui a été blessé. Tu t'es tourné les pouces. Mais bravo. Voilà. J'ai pas pu tirer une seule balle sans toucher personne parce que moi je n'avais qu'un des 10 pour pouvoir toucher. Donc autant vous dire que j'avais une chance sur allez, on va dire j'avais 30% de chance, 40% de chance de pouvoir toucher. C'était très bas du coup. Pour donner l'idée sur d'autres personnages, il y a eu un sniper qui a joué sur une map qui fait pas 140 cases de long. C'est très compliqué de pouvoir jouer un sniper dans le jeu. Voilà. D'accord. C'est un peu ce que je peux vous en dire. C'est pas un mauvais jeu de rôle. Je pense que les gens qui vont l'acheter l'achèteront, surtout peut-être pour du public américain, des choses comme ça, et ça va leur plaire parce que eux vont peut-être le mettre en place sur du tactical, sur une grande table, etc. Mais pour moi, c'est plutôt un wargame à classer dans les wargames plutôt qu'un jeu de rôle en lui-même. Il n'y a pas d'identité sur les fiches de personnages, donc pas de background. Et du coup, vous n'avez pas d'association avec les gens potentiellement que vous allez sauver ou les situations dans lesquelles vous allez vous retrouver. C'est du porte-monnaie de trésor mais moderne, dans le sens tu fais du shoot monstre loot. C'est un peu ça. Alors en plus, bon, on l'a pas forcément vécu la partie loot. En tout cas pour la partie Quickstart, elle est pas existante. On est un petit peu dans ce qui se faisait dans les JRPG aussi avec les 10 000 épées, les 10 000 lances, etc. Mais tout a la même stat. Donc c'est un petit peu dommage. En gros, ils auraient pu faire une liste de 20 armes et vous mettre on tire au D4 pour les dégâts et basta. Voilà. Donc c'est un peu dommage dans la conception. Je trouve que c'est très simpliste et que c'est pas vraiment adapté à une table de jeu de rôle au sens où on entend jouer un rôle. Voilà. C'est très simpliste parce que c'est pour les joueurs de The Division sur jeux vidéo. Peut-être. Du coup, on a Robbie qui a masterisé la partie, hein, c'est ça? Tout à fait. Robbie qui a masterisé la Et il partie. nous dit du coup que c'est pas non plus un bon wargame et qu'il n'y a pas de loot. Voilà. Voilà. Donc comme ça, c'est fait. Donc, je pense que si vous avez une table de jeu qui fait 2 mètres par 2 mètres sur laquelle vous pouvez mettre des bâtiments et tout, il y a peut-être un intérêt. À jouer comme ça, c'est un peu compliqué à mettre en place et à créer une ambiance, on va dire, de jeu de rôle, au sens propre, de jouer un rôle. Voilà, c'est un shooter, clairement. Bonsoir, Olchad. Bonsoir, Olchad. C'est un shooter, clairement, et ça n'est rien d'autre, pour moi, en tout cas. Maintenant, la mécanique, elle mérite d'exister, elle pourrait être adaptée, il y aura sûrement des gens qui en feront du homebrew. Moi, personnellement, je vois bien faire pas mal de choses en homebrew dessus et réfléchir à des améliorations sur les systèmes de dégâts, améliorer les fiches de personnages, les premières fiches de personnages qui sont données. Voilà. Et j'aimerais comprendre quelle est l'évolution de personnage après la prise de niveau. Voilà, c'est ce qui m'intéresserait un peu de savoir ce qu'ils en ont fait. Mais encore une fois, je pense que ça plaira à un public américain, un public orienté jeux vidéo, après à voir si le matériel va rester enfermé dans la boîte pendant des années, ou si les gens vont réussir à en faire quelque chose d'intéressant et des campagnes longues. Bon, je m'inquiète un peu pour ce jeu. En même temps, c'est pas très grave. C'est dommage de produire un matériel comme ça. En plus, la boîte, le matériel, le livre ont l'air de qualité. Les gravures à l'intérieur, les photos du jeu remasterisées sont quand même pas trop mal. Voilà, c'est dommage, surtout quand on voit le prix de la boîte, de ne pas avoir un système qui tienne la route et qui suive derrière, quoi. Ça, c'est le problème des jeux comme ça. Et puis, après, comme tu dis, je pense que ça va, niveau jeu de rôle, ça va être ceux qui sont intéressés par l'univers vont le prendre, entre guillemets, et puis après, ça va faire du home. Parce que clairement, moi, si je venais à le prendre, l'histoire de faut avoir... t'as été au snipe, faut avoir 140 mètres pour pouvoir tirer, c'est un truc que j'oublierais, quoi. Tout à fait. Alors surtout quand vous êtes habitué à faire du tir, ou vous avez déjà utilisé un pistolet automatique ou un fusil, etc. Je pense notamment à des gens qui sont anciens militaires, etc. Dans l'analyse, c'est pas crédible, quoi. Ça manque un peu de sel, on va dire.
Allez, on enchaîne. On part ce coup-ci chez Game on Tabletop et on va parler de l'ouvrage La grande aventure du jeu de rôle qui arrivera prochainement en campagne participative. Écrit par Julien Pirou et publié par Inis Éditions, le livre propose une plongée dans toute l'histoire du jeu de rôle, des origines de Donjons et Dragons jusqu'aux productions modernes. Le projet semble correspondre à une nouvelle édition enrichie de l'ouvrage déjà proposé par Inis Éditions, avec un format orienté beau livre documentaire, retraçant l'évolution du hobby, des magazines cultes comme Backstab ou Cassius Belli, jusqu'à l'essor actuel du JDR indépendant et des actual plays. Pensé autant pour les passionnés que pour les curieux, le livre mélange archives, anecdotes, interviews et panoramas des grands jeux qui ont marqué le milieu. Aurons-nous cette fois encore droit à une préface de Maxime Chatham dans ce livre? Rendez-vous le 16 mai pour le savoir, donc demain pour ceux qui sont intéressés. Je ne sais pas si vous les avez déjà lu, La grande aventure du jeu de rôle, le bouquin qui existait déjà. Pas du tout. Non, je ne l'ai pas lu, mais c'est un bouquin qui m'intéresse. En tout cas, il y a un équivalent qui est sorti, c'est pour ça que je regardais dans ma bibliothèque, sur le jeu de rôle, qui est une traduction pour laquelle moi j'avais fait un réel qui est pareil dans le même style, avec l'histoire du jeu de rôle, etc. Ça s'appelle d'ailleurs l'histoire du jeu de rôle. Voilà, j'ai peur qu'on soit un peu dans une redite, comme c'est visiblement des auteurs français, là pour le coup, j'espère que ça trouvera son public en France. Olshan nous dit d'ailleurs dans le chat que le Grande Aventure du jeu de rôle, c'est un banger ce livre. Donc foncez, si c'est Olshan Certified, on va faire un petit tampon d'ailleurs quand on aura la validation d'Olshan dans le chat. Donc c'est Olshan Certified, donc vous pouvez y aller, c'est un bon livre. Voilà. Après, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans ce genre de livre, c'est que on reste pas juste sur le fait de oui, Donjons et Dragons et ça s'arrête là. Voilà. J'espère y voir pas mal de détails sur d'autres jeux de rôle et potentiellement d'autres chaînes d'actual play que les 2-3 chaînes très connues dans le monde. Voilà. J'espère que ce sera beaucoup plus détaillé que ce qu'on connaît déjà. Moi, je veux dire que je sais pas à quel point ça se passe, parce que la grande aventure du jeu de rôle, quand tu prends un titre comme ça, moi je vois le fait qu'il voit dans l'histoire totalement, sachant qu'il y avait déjà des sortes de jeux de rôle, entre guillemets, qui commençaient dans les années 1600. Est-ce que ça parle de ça aussi? Ou est-ce Alors, que c'est du jeu de rôle moderne? le livre sur le jeu de rôle qui est chez les humanoïdes associés, lui part du wargame de base, donc même des échecs, et va jusqu'au jeu de rôle de nos jours et les wargames modernes. Celui-ci, je ne sais pas où il commence. Apparemment, il a l'air de dire qu'il commence avant Donjons et Dragons. Donc, je pense que sensiblement, ça va partir des wargames, 18e, 19e, et ça reviendra aux jeux de rôle et aux jeux d'aujourd'hui. D'accord. Moi, je sais que c'est un bouquin qui m'intéresse, donc je pense que je vais aller participer à ça. Je pense que je vais y aller aussi. Ça me donnera l'occasion de refaire encore un réel. Il y a marqué par l'instant que vous pouvez vous inscrire pour avoir des nouvelles. Parce que c'est dans 2 jours que ça commence. Ouais, normalement, c'est demain même. C'est censé sortir le 16. Donc peut-être demain soir d'ailleurs. Il y a marqué moins 2 jours. Pour ça que je dis ça. Alors peut-être qu'ils ont décalé d'un jour, mais a priori, c'était demain. D'ailleurs, ce sera une nouvelle édition augmentée, hein, c'est marqué sur l'image. Donc voilà, je pense que ceux qui ont déjà le livre, si vous n'avez pas lu depuis longtemps La Grande Aventure du jeu de rôle, c'est que vous n'avez pas lu La Grande Aventure du jeu de rôle. Revenez et venez pledge. Reprenez-en, resservez-vous. Votre assiette est vide. Allez, on continue chez Game on Tabletop. Et tu en parlais tout à l'heure, Lima, de Susano, avec la campagne qui poursuit son excellente progression sur Game on Tabletop. Ce JDR fantasy inspiré du folklore japonais plonge les joueurs dans la terre des cieux, un monde rempli d'esprit, de mystères et de clans draconiques. Le projet bénéficie déjà d'un important contenu de découverte grâce à Susano Prélude, un livret gratuit de 88 pages disponible directement sur la page du financement. On y retrouve une première présentation complète de l'univers, les règles de base, ainsi qu'un scénario inédit permettant de découvrir les mondes bronze. Porté par le collectif Cherche-Rêve, le jeu mise sur une forte immersion narrative, une identité visuelle marquée et une approche contemplative de l'aventure. Et ça tombe bien, puisque tu as rencontré, je crois, son auteur, je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. C'est ça, rencontré du coup à Kaisersberg et planifier une interview pour le 23 à Octogone. Donc ce sera l'occasion d'en discuter un peu plus et peut-être d'en savoir plus aussi sur le jeu et sur l'univers du jeu.
Alors, je pense, mais à mon avis, on va pas tarder à l'avoir dans le chat. À mon avis, c'est un All Child Approves, ça aussi. Bon, déjà, moi, ne serait-ce qu'au niveau de l'univers, le Japon euh, mythologique, féodal, etc., c'est un peu ma came. Donc, je vous avoue que j'ai le portefeuille qui démange. Bon, malheureusement, c'est peut-être pas les bons mois pour faire ça, donc je vais pas malheureusement pouvoir pledge dessus. Tu as beaucoup dépensé, toi, entre ça et l'autre. Ouais, on est d'accord. Mais ouais, non, en tout cas, ça a l'air très beau. Je vous invite à regarder le livret, ce fameux livret gratuit de 88 pages, pardon, Susano Prélude, qui vous donne déjà un bel aperçu de ce que le bouquin va vous donner derrière. Et très franchement, ça a l'air d'être un très très bel univers. Moi, je me languis de voir l'interview que tu vas faire, Lima, lors de cet octogone à venir. Et je me languis vraiment de voir le projet en physique, potentiellement sur place, et de pouvoir admirer les pages en réel. Je t'avoue que moi aussi, j'attends d'en voir plus et je vais préparer cette interview avec grande attention. Allez, on reste chez Game on Tabletop et on va du coup sur la campagne du guide ultime de la récolte, la collecte et des intermèdes, qui est actuellement en financement sur Game on Tabletop. Porté par Kobold et Rudy, ce supplément compatible 5e édition propose d'ajouter tout un pan de gameplay autour de la récolte de ressources, l'artisanat et les activités hors combat. Le projet introduit de nouvelles mécaniques pour exploiter les monstres, récolter des ingrédients, fabriquer des objets ou encore enrichir les phases de voyage et de repos. L'objectif est de donner plus de profondeur aux moments souvent laissés de côté dans la campagne classique. La campagne connaît déjà un beau succès avec près de 200% de financement atteint, preuve de l'intérêt des joueurs pour des outils permettant de rendre leurs aventures plus vivantes et immersives. Un supplément pensé pour les groupes qui veulent ajouter davantage de survie, d'artisanat et d'exploration à leur partie de jeu de rôle. Est-ce que c'est un type de contenu qui vous parle? Est-ce qu'on en a marre de faire des dungeon crawlers et des grosses bastons où on veut cueillir des champignons? Totalement, parce que déjà, moi, ne serait-ce que, je vais revenir sur mes trucs à moi, mais dans mon jeu de rôle, les prochains livres qui vont sortir, ça va être le guide de l'alchimie et le guide des technologies naines. Ah ben Donc c'est voilà. un peu la même chose, c'est un peu le même principe. C'est que le combat, ça va 5 minutes. Mais en fait, quand tu as un monde, au plus ce monde est profond, au plus ce monde est développé, au plus il y a des choses. Je vois là par exemple que leur livre a rajouté 86 nouvelles recettes de potions, 195 nouveaux objets et 40 nouvelles recettes d'objets. Après, les nombres ne veulent rien dire. Mais en gros, ça donne de la variété au monde. Parce qu'un monde, c'est pas. Enfin, un monde de jeu de rôle, c'est pas. Un monde tout court, c'est pas aussi réduit que ce qu'on peut trouver dans un livre de 200 pages de règles. Et si vraiment notre passion, c'est un jeu de rôle, donc en l'occurrence Donjons et Dragons, et qu'on veut approfondir le truc à fond, ben ça permet d'avoir du lore en plus. Donc pour les gens qui sont à fond dans le jeu, c'est une très bonne idée. Est-ce que c'est pas potentiellement épuiser quelque chose qui est déjà peut-être au bout, parce que on va rajouter 300, 400 références à un truc qui est déjà gavé de homebrew et gavé de suppléments? Justement, alors ça, c'est un truc, c'est qu'il y a des gens qui vont aimer jouer à plusieurs jeux, mais il y a des gens qui vont rester sur un jeu, et au plus il y a de contenu sur le jeu, au plus ils sont contents. Donc je pense qu'il y a des gens qui vont... C'est un DLC finalement. C'est un DLC pour les passionnés du jeu en question. Et je pense que c'est une bonne idée, parce que par exemple, je connais moi sur la Suisse des gens qui font une campagne de D&D qui dure depuis 20 ans. Et les mecs, en fait, ils ont un royaume à leur nom dans leur campagne de D&D. Et en fait, quand ils y vont maintenant, quand ils jouent, ils font que de la gestion de leur truc. Et c'est ce qui les éclate. Et le mec qui masterise, il a tous les livres D&D depuis, il les a achetés. Il a tous les D&D qui sont sortis depuis 20 ans. Donc c'est clairement le genre de truc qui lui plairait d'avoir pour pouvoir faire étendre un peu leur truc, quoi. C'est très marrant de se dire qu'il y a une campagne D&D qui dure depuis 20 ans et qui finit en gestion de patrimoine en Suisse. C'est ça. Oui, c'est un petit peu rigolo. C'est vrai que c'est assez cocasse. C'est assez cocasse. Mais bon, c'est dans le thème. Mais du coup, ouais, on est... Alors, moi, je dirais que c'est intéressant, mais ça ne se prête pas forcément à toutes les tables. Ah oui, voilà. Déjà, ça se prête plutôt, je pense, à des tables en présentiel qu'en virtuel. Oui. Parce qu'en virtuel, je pense qu'on n'a pas forcément le même public, et surtout encore en plus si tu fais de l'actual play, où là, malheureusement, comme en plus tu as un public qui regarde ce que tu fais, si tu commences à faire 3 sessions où tu vas faire de la récolte, je pense que tu perds tout le monde.
Donc, c'est effectivement intéressant. C'est le type de contenu qui, moi, m'intéresse, mais effectivement, dans un cadre, j'allais dire chill, Privé. entre potes, sur la campagne que tu fais à la maison. Voilà, c'est Est-ce ça. est-ce qu'il n'y a pas un peu une. Parce que c'est pas la première fois que je vois un bouquet comme ça dans ces derniers mois-là. Est-ce qu'il n'y a pas un peu une vibe Delicious in a Dungeon Oui, oui, c'est au vrai. niveau du monde du jeu de Dungeon rôle Machine. en général, où on a plus envie finalement de faire un petit peu la partie craft, production, cuisine, etc. Il y a même d'ailleurs des suppléments de bouquins de cuisine pour des jeux de rôle qui sont sortis. Nous, on a pledge sur Twilight Sword, pareil, il y a des Ouais. recettes de cuisine à l'intérieur. Je pense qu'il y a une petite vibe, une petite envie de faire du Delicious in a Dungeon en ce moment au niveau du monde du jeu de rôle. Je pense qu'il y a Non, de ça. Et Ouais. effectivement, quelque chose qui a le vent en poupe, mais pas que au niveau du jeu de rôle. Ça fait des années qu'au niveau jeu vidéo, tu as beaucoup ce genre de choses qui sont demandées, et ça n'a rien d'étonnant que ça vienne aussi dans le jeu de rôle Je cherche le nom du jeu. papier, quoi. Il y a Terra, enfin, ne serait-ce qu'au niveau des jeux qu'on connaît un peu tous, Minecraft, etc. C'est vrai que ça fait des années où il y a des jeux où la collecte de ressources, c'est un des trucs principaux. Et c'est con à dire, mais il y a 1 heure de ça, je streamais un jeu de pirate où en fait j'ai fait que de la collecte de ressources pendant 2 heures. Et c'est. C'est ça. Et moi, je pensais aussi à l'extension de Skyrim, enfin au DLC de Skyrim, là, j'ai plus le nom, où tu devais construire ta maison. Oui, c'est juste. Et Oui, tu récoltais les ressources qu'il fallait, etc. Et c'est probablement un des trucs sur lesquels j'ai passé le plus de temps dans Skyrim. l'organisation de ta maison, poser les C'est endroits et la, tout. c'est la moitié du durée de vie du jeu, je pense, la collecte et de choper le truc dans les maisons dans Skyrim. Oui, non, mais là, c'est carrément, j'ai passé encore plus de temps à construire aussi ma baraque. Et je pense que c'est. Il y a un besoin chez les gens de se faire son chez-soi ou un côté chill ou un côté truc tranquille sans aventure. Ouais. Et du coup, en fait, bah, ça marche. Ce genre de jeu marche et forcément, on le voit arriver aussi dans le jeu vidéo, enfin dans le jeu de rôle. Ça a marché dans le jeu vidéo, on le voit arriver aussi dans le jeu de rôle. Et même, j'ai envie de dire, dans certains jeux de plateau qui sont beaucoup de collecte de ressources, ce genre de choses. Donc, Oui. Tout à fait. du coup, pourquoi pas? Voilà. Eh ben écoutez, sur ce, on clôture cette partie et on va passer à l'actu TCG et Wargame. Ah, j'ai pas ouvert le lien. Et on est sur le TCG Star Wars Unlimited qui prépare déjà son 8e set avec Cendres de l'Empire, attendu pour le 17 juillet 2026. Cette nouvelle extension se concentrera sur la période de la chute de l'Empire galactique autour de la bataille d'Andorre et des événements qui suivent. Le set introduira plus de 260 nouvelles cartes, ainsi que plusieurs nouvelles mécaniques comme le mot-clé soutien et les jetons avantage. Les decks de démarrage mettront notamment à l'honneur Luke Skywalker et l'empereur Palpatine. Fantasy Flight Games proposera également des boosters collector Carbonite Edition, pensés pour les collectionneurs avec des variantes premium en quantité limitée. J'ai pris un accent du sud-ouest, je sais pas pourquoi. Pourquoi pas? Bon, moi je ne connais pas personnellement des joueurs de TCG Star Wars. J'aimerais bien parce que ça m'intéresse au moins au niveau de l'univers. Mais j'espère que ça fera plaisir aux joueurs de TCG de Star Wars, du coup, de cet univers, de savoir que cette nouvelle extension arrive en juillet 2026. J'y ai joué une fois en convention. Et il y a un truc que je peux dire, je déteste la charte graphique. Elle est un peu Ouais. particulière. On ne sait pas dire si c'est fait à la main ou si c'est fait par ordi ou si. Non, en fait, on dirait du rotoscopé sur photos de gens. C'est des photos décalquées, on dirait. Et en fait, on est droit dans l'Uncanny Valley pour moi, là, dans les looks, et ça me trouble totalement, quoi. C'est les dessins. Alors, le mec qui les fait est un très bon dessinateur, sûrement meilleur que moi, hein, c'est pas difficile. Mais le résultat final, en fait, me met inconfortable un peu. Et du coup, c'est pour ça que j'ai jamais essayé d'y jouer. Alors que j'aime bien Star Wars. J'ai jamais essayé d'y jouer de moi-même. J'ai joué en convention pour tester, mais je ne l'ai pas acheté, quoi. En tout cas, je suis content qu'on retrouve la première gêne
de Star Wars. Alors moi, je dis la Ouais. première gêne parce que c'est celle que j'ai regardée quand j'étais gamin. Mais voilà, moi je suis content de voir ces visuels, même si, comme tu dis, le dessin rotoscopé est pas ouf ouf. Je te dis un truc, quand t'étais gamin, il n'y avait qu'une génération de Star Wars. Oui, la seule, l'unique pour moi. Allez, on enchaîne et on va chez Magic the Gathering, et comme le dirait si bien notre ami Grégory d'Orlando, Magic is the new Martin, car Wizards of the Coast prépare l'une des plus grosses sorties de l'année avec Magic the Gathering et non pas Marvel Super Hero comme je l'ai écrit, mais ah bah si, Marvel Super Hero, Si, et on verra si, après. c'est Il y a une autre nouvelle aussi, donc qui est attendue pour le 26 juin 2026. Pardon. Cette nouvelle extension crossover réunira les héros et vilains emblématiques de l'univers Marvel, avec déjà des cartes dévoilées autour de Iron Man, Captain America, Thor, Doctor Doom ou encore les Fantastic Four. 4 fantastiques pour les Français dans le texte. Le set introduira de nouvelles mécaniques inédites, plusieurs decks commandeurs dédiés et des cartes collector autour des pierres d'infinité. Wizard confirme aussi une forte présence compétitive avec des événements spéciaux organisés à Las Vegas et Bruxelles cet été. J'aime beaucoup le contraste Las Vegas, Bruxelles. Ah, écoutez, hein, c'est l'Amérique. C'est méchant de ma part. Ah, je pense que c'est parce que ça fait partie des capitales Bruxelles, européennes, donc personnel. ils ont essayé de trouver un truc un peu central. Ça, c'est central. Mais ouais, non, mais il y a beaucoup d'événements à Bruxelles en plus. Il y a un truc de fou. Mais c'est marrant d'avoir Las Vegas d'un côté, Bruxelles de l'autre. C'est pas deux trucs qu'on associe forcément ensemble, quoi. C'est pas si opposé que ça, quand même. Il y a peut-être un casino à Bruxelles, on sait pas. C'est très certainement le cas. Un géant casino, d'ailleurs. J'allais dire on salue le groupe Kofi Noga, mais je crois que c'est plus le même. Il y a peut-être un Mannequin Peace à Las Vegas. Oui, il y a peut-être un Mannequin Peace. Je crois que même il y a un Mannequin Peace à Las Vegas, d'ailleurs, sur un casino, d'ailleurs. Mais ça, c'est une actu que nous traiterons une autre fois. Oui, il y est. Je viens de vérifier. C'est sûr, je vois l'image avec les lumières derrière et tout ça. Alors, moi perso, c'est Magic, j'y ai joué. J'ai toujours le set que j'avais montré la dernière fois d'ailleurs là. Mais Marvel est un univers qui m'intéresse pas vraiment et que je trouve souvent assez faible. Donc c'est pas un truc qui me branche du tout, ça. Moi, je suis pas objectif. Alors, Magic, je suis en train de m'y mettre, mais j'ai commencé par les Noces Écarlates, donc pas du tout le même univers. Donc, je suis pas objectif sur Marvel parce que moi, c'est un univers que j'adore, même si je reconnais que les films, ça part en vrille et qu'il y a une grosse problématique au niveau du lore et de l'histoire en général. Mais clairement, cette extension, c'est pas pour moi, ni Magic en général. Moi, j'avais déjà essayé d'apprendre à jouer, et puis après, on verra. Voilà. Je m'abstiendrai de dire quoi que ce soit parce que des TCG, c'est pas mon truc. Et après, Marvel, même si j'aime bien, là, j'en ai un peu marre. Il y en a trop. Saturation. C'est ça, je suis à saturation. D'ailleurs, on avait traité un autre sujet dans les précédents 18-20, je crois, mais il y a quelques mois. Il y a TCG français qui commence à bien tourner, qui s'appelle Machikouli, qui est créé par des Français et qui est designé par des Français. Vous pourrez aller voir sur Instagram, il est très sympa. Pour le coup, qui a l'air un peu plus dans les vibes qu'on aime, pas du coup sur des grosses licences, etc. Donc je vous invite à aller regarder. Je crois que ça se joue avec très peu de cartes. C'est d'ailleurs comme Donjons et Procrastination, qui pareil est créé par des Français. Voilà, je vous invite à regarder un peu ce qui se fait au niveau de TCG Corico et peut-être à voir si on pourra les trouver lors de l'Octogone. Et on enchaîne sur l'actu jeux vidéo. Oui. Et l'actu jeux vidéo, on va parler des sorties chez Steam et de Better Than Dead, qui est sorti le 12 mai 2026 sur PC, qui est un FPS développé par Montegaio et édité par Microprose. Alors attention, c'est du PEGI 18. Le jeu mise sur une approche très immersive avec une vue bodycam dans un Hong Kong photoréaliste et oppressant. On y incarne une survivante partie se venger de ses ravisseurs dans une campagne orientée combat, rapproché, violence brute, tension permanente. Le gameplay mise sur des affrontements réalistes et rapides, sans interface intrusive pour renforcer l'immersion. La version Early Access proposera déjà 14 niveaux jouables, avec une progression complète et des mises à jour prévues pendant plusieurs mois selon les retours de la communauté. Et vous pourrez voir, et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était du PEGI 18, que c'est extrêmement violent.
C'est du bodycam, donc c'est vraiment du tir à la première personne. Et vous voyez qu'il n'y a pas de retenue, quoi. C'est quelque chose, on t'y croirait. On le met en lunettes et c'est parti, on est dans le jeu. Alors, je connais quelqu'un qui y a joué. Il l'a désinstallé au bout d'une demi-heure. C'est un gros fan de shooter et ce genre de choses. En disant, c'est un des plus mauvais jeux de tir auquel il a joué. Ok. Donc, je sais pas ce que ça donne moi personnellement, mais il m'a dit par exemple que comme ton personnage n'est pas censé être spécialiste du tir, de temps en temps, il rate des coups que tu aurais dû réussir. Ce qui rend le jeu super frustrant. Ok. En même temps, est-ce que vu qu'il n'est pas spécialiste du tir, c'est pas justement oui, ça correct paraît logique parce qu'il n'est pas dans la spécialiste ligne. du tir. Mais de l'autre côté, quand tu viens d'aligner un mec qui va te tuer, que tu arrives à l'aligner bien et que du coup tu rates ton tir et que le mec te tue, et t'es frustré parce que toi tu as l'impression d'avoir fait un truc bien qui du coup n'a pas qui n'a pas de la suite que tu aurais anticipé. Tu vois, et du coup ça frustre en fait. Et il a dit que ça l'a frustré au bout d'une demi-heure, 1 heure de jeu, il a désinstallé et il y a 2 autres potes à lui qui font des gens qui faisaient du Quake Arena en pro, etc. là, qui continuent à y jouer mais qui disent on joue pour l'ambiance, les graphiques, en fait l'immersion est énorme dans le jeu, comme tu as dit, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas d'interface graphique, etc. Ils disent l'immersion est bien, le reste est pourri. En fait, c'est le retour que j'en ai eu. Mais personnellement, je sais pas, j'y ai pas joué. Alors après, moi, je serais curieux d'y jouer. Alors même si je pense que je vais pas pouvoir y jouer pendant des heures, parce que je le trouve vraiment d'une violence inouïe pour le coup. Mais je serais curieux d'y jouer en non-joueur de shooter, parce que je pense que eux, ils ont la frustration du jeu de shoot compétitif, des jeux de shoot, je parle de Quake, où tu fais un décalage en sautant à 3 mètres sur le côté et tu arrives à tirer un mec dans les airs. C'est techniquement impossible. Mais bon, ils arrivent à le faire sur un jeu vidéo, c'est très bien. Par contre, en tant que non-initié, je pense que je vais peut-être essayer d'y jouer et je ferai pas la différence, moi, pour le coup. Et au contraire, j'aurai un peu cette frustration ou cette tension, je pense, de ce personnage, cette survivante, qui se venge de ses ravisseurs, mais qui du coup se retrouve un peu dans une excitation et comme toute personne qui a jamais manipulé une arme est incapable de tirer correctement. Donc pour le coup, je suis bien curieux d'essayer. Je pense que je vais essayer de regarder. Je vais voir le prix de l'Early Access aussi, parce qu'à mon avis, il ne doit pas être donné. Je pense qu'ils en attendent beaucoup de ce jeu, les éditeurs. Donc voilà, je vous ferai peut-être un retour d'ici 15 jours, 3 semaines, quand j'aurai pu tester ça. Je sais que c'est un truc, pareil, qui m'intéresse, mais j'y jouerai pas longtemps, je pense, pour d'autres raisons. Rien qu'à voir les vidéos, il y a des moments où j'ai des hauts le cœur, quoi. Le côté iFish là qui me donne le mal de mer. Donc, le visuel est terrible. Je pense que vraiment tu le mets avec un masque VR. À mon avis, ça doit être une horreur. Tu dois pas tenir très longtemps si t'es pas habitué. Ouais. Mais là, même sans, c'est déjà le cas. C'est pas un truc je me sens déjà mal, alors j'imagine même pas. Si jamais il est à 14 € le jeu. 14 €. Ah, il n'est pas si cher que ça. C'est pas cher du tout finalement. Rien pour tester, pourquoi pas, quoi. Ça, et effectivement, comme dit Shalan à la régie, les gens atteints de cinétose, laissez tomber, c'est pas pour vous. C'est ça. Ah, je sais pas, j'ai mute Shalan parce que tout à l'heure il parlait, ça me troublait. T'inquiète pas, moi aussi, mais comme il peut nous envoyer des messages dans le prompteur, l'avantage c'est qu'on peut communiquer avec lui quand même. Allez, on enchaîne et on reste chez Steam. Est prévu en accès anticipé le 20 mai 2026 sur Steam, Deep Rock Galactic Rock Core est le nouveau spin-off de la licence coopérative culte de Ghost Ship Games. Cette fois, le studio transforme son FPS minier en véritable roguelite coopératif jouable jusqu'à 4. Le jeu se déroule toujours sur la planète Oxes 4, plongé dans le chaos après un mystérieux Greyout. Les joueurs incarnent désormais les Reclaimers, une nouvelle unité envoyée sécuriser des installations envahies par des créatures appelées Core Spawn. Contrairement au jeu original, Rockscore mise sur des runs procéduraux, une progression roguelite et 5 nouvelles classes inédites avec des améliorations débloquées au fil des missions. Toujours porté par son ADN coopératif et son humour caractéristique, le jeu est déjà considéré comme l'un des projets multijoueurs les plus attendus du moment côté Steam. Et effectivement, quand je vois le visuel, moi ça me donne vraiment envie d'y jouer. J'avais pas pu jouer au premier Deep Rock Galactic qui était un petit peu sur une vue avec un plateau... je vais dire asymétrique, mais c'est pas ça. Comme Baldur's Gate, j'ai plus le terme. 3D isométrique. Ouais, isométrique. Voilà. Mais qui était déjà bien délire, qui avait l'air d'être bien cool et auquel on pouvait jouer en multijoueur aussi, si je me rappelle bien. Là, pour le coup, l'avoir transformé en FPS minier, c'est encore plus drôle.
J'ai l'impression qu'on va un peu retrouver l'ambiance du Seigneur des Anneaux, j'allais dire, mais non, c'est de la Moria, où on a joué les nains pendant quelques semaines, mois, avec tous ensemble, pour ceux qui ont pu y jouer. Et là, pour le coup, avec le côté shooter, je pense que ça va être encore plus rigolo. Et on parlait de quoi tout à l'heure, au fait que les jeux où il fallait collecter des ressources, c'était à la mode. Et les jeux où il faut collecter des ressources, c'est à la mode. Clairement. Voilà, C'est à la mode. Et les roguelikes sont à la mode, donc le mix des deux, ça peut donner un truc cool. Alors déjà, Totalement. le premier était dans ce style-là, avec la vue 3D isométrique. Là, pour le coup, avec la vue shooter FPS, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Je Et suis un gros fan. il a une très très bonne réputation, Deep Rock Galactic en général. Oui. Ils font des très bons jeux, je trouve, et accessibles, même si c'est pas forcément pour tous les niveaux d'âge. Mais pour le coup, je trouve que c'est accessible au niveau shooter et tout ça. On n'est pas dans du compétitif, etc., etc. Donc, à mon avis, un jeu qui va plaire à pas mal de personnes. Mm. Et on enchaîne, et vous verrez que l'actu jeu vidéo est très dense cette semaine. Prévu en accès anticipé le 21 mai 2026 sur Steam, Ex Sanguis est le nouveau jeu du studio français Lightbulb Crew, déjà connu pour Overseed. Le titre mélange stratégie au tour par tour, roguelite et dark fantasy dans un univers brutal dominé par le sang et la corruption. Les joueurs dirigent les Stylae, des guerrières d'élite chargées de sauver un monde figé par les forces de la stasis. Le gameplay mise sur des combats tactiques nerveux avec manipulation de la timeline, combos environnementaux et gestion du positionnement. Le jeu a récemment multiplié les playtests avant de sa sortie et bénéficie déjà d'un bon suivi communautaire sur Steam et Discord. Avec son esthétique gothique très marquée et son approche XCOM roguelite, Ex Sanguis s'impose déjà comme l'un des tactical RPG indépendants les plus surveillés du moment. Et vous verrez, on est là aussi encore dans de la violence, hein. Malheureusement je suis désolé, mais c'était un petit peu le thème de la semaine. Par contre j'adore la graphique avec ce blanc, le rouge et tout. C'est un truc 3 couleurs, c'est tricolore en fait. Ouais. Et ça marche quoi. On aurait peut-être dû mettre un PEGI 18. Ah, c'est pour ça que j'ai annoncé les PEGI 18 au début avec le premier jeu il y a 2 jeux en arrière, parce qu'effectivement la semaine est un petit peu violente niveau jeux vidéo. Voilà. Après, bon, pas beaucoup, toi tu parles, c'est tout mignon. Oui, un petit peu. Mais voilà, malheureusement, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur Internet librement, sans validation d'âge. Donc, sachez que c'est accessible librement à tout le monde. Donc oui, c'est PEGI 18 dans le visuel, mais malheureusement, c'est accessible, donc on peut pas vous le bloquer sur les réseaux et sur Twitch. Par contre, comme Twitch est normalement interdit au moins de 18 ans, je crois. 13 ans. Ou 13 ans. 13 ans. Voilà, donc si vous êtes devant l'écran, on vous fait des coucous et bonne chance à vous pour votre futur. D'ailleurs, si jamais dans les conditions d'utilisation de Twitch, il est marqué que si quelqu'un dans le chat dit avoir moins de 13 ans, tu as obligation de le bannir. Oui, d'ailleurs, si vous parlez, vous serez banni. Voilà. C'est Gus qui a le doigt sur le clic pour vous bannir. Je suis même pas modérateur, je vous. Ah ben voilà, tu viens d'être... je te fais modérateur. Tant pis pour toi. Non mais c'est en ça, pour revenir au sujet, ce genre de jeu, les XCOM Like, c'est vachement plaisant, mais c'est des jeux où tu te perds dedans en fait. Oui, je trouve aussi. Tu sais au chat que là techniquement on est censé te bannir. Même si tu as des preuves que tu n'as pas moins de 13 ans. Heureusement, on sait que c'est pas vrai que tu as moins de 13 ans. Par contre, on ne sait pas qui est derrière ton écran, donc voilà. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, même si tu sais que c'est pas vrai qu'il a moins de 13 ans, normalement, tu as obligation. Et je sais parce que j'ai eu un bannissement de Twitch de 24 heures pour ne pas l'avoir fait parce que quelqu'un a fait la blague comme ça aussi que je connaissais. Bon, si jamais on est banni 24 heures, on saura à cause de qui. En tout cas, on te fait des bisous. Et on va enchaîner sur quelque chose de plus champêtre, si ça vous dérange pas. Prévu pour le 22 mai 2006, PUBG 4D marque le grand retour du célèbre Lynx Roux de l'ère des 90s. Développé par le studio Fabraz et édité par Atari, le jeu fait directement suite au tristement célèbre PUBG 3D, souvent considéré comme l'un des pires jeux de plateforme de son époque. Et pourtant, malgré cette réputation catastrophique, PUBG reste une véritable Madeleine de Proust visuelle pour toute une génération et a grandi avec les mascottes plateformes des années 90. Couleurs flashy, humour absurde, doublage caricaturaux et ambiance cartoon assumée, le jeu joue clairement la carte de la nostalgie. La surprise, c'est que les premiers retours sont étonnamment positifs. Plusieurs previews saluent un gameplay beaucoup plus fluide et moderne, avec une vraie volonté de transformer cette vieille blague vidéoludique en plateforme 3D crédible. Un retour aussi improbable que fascinant entre hommage rétro, autodérision et tentative de réhabilitation d'une des mascottes les plus controversées du jeu vidéo.
effectivement, quand on regarde les avis de l'époque, il avait été lynché. Non, mais je me souviens C'était de une cette époque. nullité. Je me souviens de cette époque, c'était une nullité, il était vraiment à chier. Là, je regarde la vidéo que tu montres là. Ça a l'air fun. Après, c'est pas le genre de jeu auquel je joue, mais ça a l'air fun. Honnêtement, moi, ça me donne envie. Donc, Je trouve ça plutôt drôle. c'est pas ma cam. Enfin, c'est plus ma cam depuis longtemps, ce genre de jeu. Donc, Moi, je le trouve plutôt rigolo visuellement. Oui. J'ai presque l'impression de retrouver un petit peu l'état d'esprit des Spyro, des trucs comme ça. oui, c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça. Ouais, donc honnêtement, moi, c'est peut-être alors pas un truc auquel je jouerais là, parce qu'effectivement, comme tu dis, Lima, c'est peut-être plus ma cam de jeu. Mais par contre, si on me le propose, je pense que je me ferai une petite run, peut-être de 2-3 heures, facilement. Oui, voilà. T'es chez quelqu'un, il l'a pour l'éclate. Ouais, pourquoi pas. Moi, je regarderai les petites que je babysit jouer. Ah voilà, par exemple. En tout cas, voilà, un jeu qui a l'air bien cool et un retour d'une petite manette de Proust du coup qui fait du bien et du coup sans ou avec moins de violence. Donc c'est appréciable. On enchaîne et on va parler d'un jeu qui fait polémique, Outbound, qui sort cette semaine, ou qui est sorti d'ailleurs cette semaine sur PC, Xbox Series, PS5 et Switch, avec une proposition originale mêlant exploration, survie légère et van life futuriste. Développé par Square Glades Games, le jeu invite les joueurs à transformer un van électrique en véritable maison mobile. Le gameplay repose sur l'exploration, la récolte de ressources et la personnalisation du véhicule dans une ambiance volontairement relaxante et contemplative. Le jeu est jouable jusqu'à 4 joueurs en coopération. Autre fait marquant, le studio a récemment avancé sa sortie PC Xbox pour éviter la concurrence directe avec Subnautica 2, preuve de l'attente importante autour du titre. Un jeu qui s'inscrit pleinement dans les tendances de l'expérience cosy entre voyage, liberté et exploration à son rythme. Et je disais, très controversé parce qu'il y a déjà eu des plaintes de joueurs et des demandes de remboursement prouvant que le rythme était trop lent. Alors que c'est le but du jeu. Alors que c'est le but du jeu. Alors, sachez, et moi je vous le dis clairement à tous les joueurs qui se sont plaints du truc, que vous avez le même symptôme que les gens qui ont dit la même chose sur le jeu du Hobbit qui est sorti, où vous vous attendiez à ce qu'on parte en aventure. Et c'est clairement dit au départ du jeu que c'est pas un jeu d'aventure. Donc ne vous plaignez pas d'acheter un jeu qui finalement n'est pas ce que vous attendiez. Voilà, Alors, si on vous le dit dès le départ, c'est quand même quelque chose d'évident. Alors ça, par contre, c'est le genre de jeu que je kiffe à fond et que je pourrais prendre et jouer avec mon pote Panda. Mais le truc, c'est qu'on a tellement de jeux à jouer qu'on va pas le prendre parce qu'on a trop de backlog de jeux. Mais c'est clairement le genre de jeu moi, qui me plaît. Mais justement, une fois de plus, on en parlait tout à l'heure, c'est aussi un truc, c'est aussi un aspect de construire, de récolter et c'est encore ce qu'on en parlait tout à l'heure. Qui arrive dans les jeux de rôle aussi. Tu parles aventure, mais chill. T'as plus besoin de combat contre des monstres, t'as plus besoin de grandes aventures épiques. T'as juste besoin de te détendre. Et en vrai, je vous dis, ce shitstorm là qui est en train de tomber sur ce pauvre jeu qui a rien demandé, clairement, les joueurs ne comprennent plus ce qu'ils achètent en fait. C'est effrayant. On achète parce qu'il y a la hype autour et puis on est déçu après, donc on demande des remboursements. Alors il y a l'effet psychologique cyberpunk où en fait, on se dit qu'on peut tous se plaindre maintenant et qu'on peut demander un remboursement parce que le jeu est pas fini. Là pour le coup, le jeu est fini, entre guillemets, et les gens se plaignent du gameplay, quoi. C'est quand même aberrant. En fait, les gens maintenant, ils ont envie d'avoir un truc. Si tu leur donnes pas, même si tu leur as précisé, ils vont dire ah non, c'est pas ça. En fait, je ne veux pas dire génération, mais c'est le problème que les gens sont tous devenus du truc de l'instantané. Il faut que les choses soient rapides, etc. Donc le jeu où c'est lent, en fait, ça ne va plus parce que il faut que tout arrive tout de suite dans le jeu. Dans les films, c'est pareil. Par exemple, un film aujourd'hui, tu sors des il y a certaines ovnis qui arrivent, mais aujourd'hui, tu ressors Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a des plans de 10 minutes où il n'y a rien qui se passe. Et aujourd'hui, tu mets ça au cinéma, les 3 quarts des gens vont te dire c'est une bouse finie. Alors, il y a quelques films qui sont sortis des derniers temps qui étaient comme ça, comme Northman, mais c'est vraiment pour un certain public, c'est pas des films grand public. Alors que, même dans la musique, il commence par le refrain maintenant en comédie Beria. T'as ça, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu passer ça. On parlait film, donc ça va aller bien, mais j'ai vu passer le truc qu'il y a une salle de cinéma qui a passé un film en vitesse 1,5. Oui, et je connais des gens qui regardent. Donc il est passé de 2h15 à 1h46, je crois. Et je connais des gens qui regardent des films uniquement comme ça aussi, ça c'est horrible. C'est aberrant. C'est une aberration totale, mais bon.
C'est malheureusement avec notre société, quoi. Tout va Bon. toujours plus vite et on se contente pas de prendre le temps. En tout cas, moi, je m'engage personnellement. Ce jeu a tout mon amour. Visuellement, ça a l'air d'être un petit Et, bonbon. C'est peut-être lent, Ouais. mais c'est la promesse du jeu. et je Donc, ne l'aime pas du Je tout, vais donc je aller viens l'acheter. d'ajouter à mon panier. voilà, je me languis pas qu'il soit moins cher parce que malheureusement, pas forcément un jeu sur lequel je vais acheter maintenant et c'est pas sur les jeux sur lesquels je joue. Mais visuellement, c'est un petit bonbon. Voilà, ça fait plaisir de voir des jeux un peu où on prend son temps. Et non, moi, il a tout mon soutien et je regrette la shitstorm qui lui tombe dessus. Ah ben, tu sais quoi? Je viens de l'acheter. Voilà. Et ben voilà, on se languit que tu nous streams ça pour voir ce que ça vaut. En plus, je l'ai acheté avec l'argent de Twitch. Et Eh ben, l'argent de Twitch et de mes livres. merci Jeff Bezos et merci les nains. Merci. Allez, on enchaîne et on va un petit peu contenter les gens qui ont des Switch 2, qui ont pu acheter la Switch 2. Le jeu Indiana Jones, c'est le Cercle Ancien, sortira le 12 mai 2026 sur Switch 2, avec une édition physique déjà confirmée. Développé par Machine Games et édité par Bethesda Softworks, le titre propose une aventure originale située entre les aventuriers de l'Arche perdue et la dernière croisade. Le jeu mélange exploration, énigmes, infiltration et combat dans plusieurs lieux emblématiques comme Rome, l'Égypte ou l'Himalaya, avec une mise en scène très fidèle au film. La version Switch 2 profitera d'optimisations spécifiques avec support du DLSS et un affichage jusqu'en 1080p en mode docké. Déjà salué sur Xbox, PC et PS5 pour son ambiance et son respect de la licence, le jeu marque aussi une étape importante pour Nintendo qui continue d'attirer des gros AAA tiers sur sa nouvelle console. Et effectivement, on retrouve tout ce qui fait le sel d'un Indiana Jones. Là, on se croirait dans le temple de Kali à l'époque. Et tout à l'heure, il y a eu le rocher qui lui tombait dessus. Voilà, on retrouve un petit peu le sel du film. Moi, je trouve qu'il est pas si mal réalisé. Cet Indiana Jones, c'est le cercle ancien. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir une Switch 2, j'espère que vous pourrez jouer et que vous passerez de très bons moments dessus. Alors, je connais. C'est un excellent jeu. C'est un excellent jeu. Tu as joué toi, Anima? Ouais, j'y ai joué à la sortie sur Xbox parce que il était dans le Game Pass. Donc j'y ai joué et franchement, j'ai passé un excellent moment dessus. D'accord. J'ai vraiment retrouvé le côté Madeleine de Proust d'Indiana Jones qu'on pouvait avoir quoi, à l'époque. Alors, ouais, alors justement, je connais quelqu'un qui est une américaine, une amie à moi, qui est fanatique de tout ce qui est Indiana Jones et qui est fanatique de jeux d'infiltration. Et dans celui-là, quand tu as joué, tu le sais, tu as l'opportunité éventuellement d'essayer d'être discret dans la mission. Et elle a adoré essayer d'être discrète. Elle s'est rendue compte que l'IA était totalement pourrie, mais elle a dit, à côté de l'ambiance du jeu, du machin, qui est un jeu, c'est plus un jeu grand public, Indiana Jones, elle a dit que c'était pas très grave. Mais ça la faisait rigoler des fois de faire tourner l'IA en bourrique pendant des heures. C'était assez. J'avoue que je me suis aussi amusé à faire tourner l'IA en bourrique plusieurs fois comme ça en disant les nazis, vous ne me voyez pas. Moi, Je suis là. Tu me vois, tu ne vois plus. C'est ça, c'était exactement ça. C'était marrant, mais ça fait partie du truc. Hein. Elle trouvait le système un peu ancien, justement, de ce système de discrétion. Elle disait qu'il était un peu dépassé, mais en même temps, comme j'ai dit avant, c'est un jeu grand public, c'est un jeu où tu viens pour jouer Indiana Jones, c'est pas un jeu où tu viens pour faire de l'infiltration ultra spéciale. Donc très bon jeu, je n'y ai pas joué, mais franchement, c'est un jeu qui me tenterait un jour pour mes streams d'histoire, mais trop de backlog catalogue, c'est trop d'autres jeux. D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'on en parlait, c'est un peu ce qu'on reprochait sur le futur 007 qui est sorti ou qui va sortir, je me souviens plus, qu'on aurait dit un Nathan Drake ou un Lara Croft, enfin ça sonnait beaucoup trop comme un jeu d'aventure et d'archéologie quoi, sur le visuel. Et on avait peur d'être un peu déçus, donc j'aimerais voir ce que ça donne maintenant avec des gameplays. Mais oui, je pense que là, pour le coup, on est quand même fidèle au film et au sel de ce qu'a fait Indiana Jones dans les années 90, quoi. Allez, on reste sur la Switch 2 et on va parler du déjà bien installé chez les fans de JRPG Tales of Arise, qui débarquera le 22 mai 2026 sur Nintendo Switch 2 avec son édition complète Beyond the Dawn Edition. Cette version inclura le jeu de base ainsi que l'extension Beyond the Dawn qui prolongera l'histoire d'Alphen et Shion après la fin du scénario principal. Récompensé comme meilleur RPG au Game Awards 2021, le titre reste considéré comme l'un des grands succès récents de la licence Tales of grâce à son système de combat dynamique et sa direction artistique très marquée.
une arrivée importante sur la Switch 2 qui continue de récupérer les gros JRPG déjà cultes afin d'étoffer rapidement son catalogue. Moi, j'étais très fan à l'époque des JRPG. J'avoue qu'aujourd'hui, même si le visuel a l'air cool, c'est pas forcément un jeu sur lequel je vais me jeter, quoi. Bon, vous savez mon amour pour des jeux récents qui sont sortis un petit peu dans le même esprit. Je pense que je me fais vieux et que j'aime bien les jeux au tour par tour tranquille où je suis pas obligé de me faire bourrer la tronche, où je suis obligé de contrer, etc. Là, pour le coup, par contre, j'ai l'impression qu'on retrouve un petit peu le sel. On m'en parle et je vais me faire lyncher d'Expédition 33, etc. Sauf que je crois qu'il n'y a pas de mécanique de contre. Pour le coup, Je sais pas s'il tourne partout ce Tale of là. il est tour par tour, ouais. Enfin, J'ai de pas ce que joué j'ai avant, compris, il est tour par tour En- en regardant l'article et tout. Je crois qu'il y a des Tale of qui est Moi, juste. j'ai compris l'inverse. Là, ce Tales of est plutôt en dynamique. Ouais, il est en dynamique, c'est ça. Contrairement à avant où il était en tour par tour. Ah, parce que les vidéos qu'on voit, ça a l'air du dynamique, là, le mec qui esquive et tout. Ouais. Voilà, c'est thématique, mais tout à l'heure, on voyait du gameplay, ça avait l'air d'être du gameplay dynamique. Et je sais pas si c'est pas comme dans Final Fantasy à l'époque, là où tu pouvais te déplacer autour du mob, lancer ton attaque en sélectionnant. Il y a un entre Ouais, deux. c'est ça. Peut-être Ouais. J'avais joué avec Tales of Symphonia, mais c'est il y a tellement longtemps, je sais plus. Depuis la GameCube. En tout cas, moi, il est joli, mais voilà, c'est pas ma cam, moi, personnellement. Moi, c'est juste un autre JRPG, en fait, et de toute façon, si j'avais dû l'acheter, je l'aurais acheté à la sortie, vu que je n'ai pas de Switch, je n'ai qu'un PC, et donc du coup, je l'aurais acheté dessus. Donc, Je vais peut-être me laisser tenter. Ça fait un moment qu'il me dit quelque chose et ça me réconciliera peut-être avec les JRPG. À voir, parce que la licence est quand même bien implantée, bien connue. Je pense que c'est pas un mauvais jeu. Voilà, oui, comme oui. je dis, moi, c'est plus ma cam, peut-être. Mais en tout cas, le jeu a l'air bien sympa. On est trop vieux pour en parler. C'est pas trop vieux pour en parler quand même, mais voilà, c'est plus trop ma cam de jeu. C'est vrai que je suis plutôt, malheureusement, depuis que Baldur's Gate est sorti, je suis plutôt dans ce genre de jeu-là. Mais voilà, je pense que c'est un très bon jeu. Je pense qu'il faut aller l'acheter si vous êtes amoureux de ce genre de gameplay. T'as mis la Si vous prochaine aimez news pour moi? Baldur's Gate, il y a d'autres jeux. Ah oui, voilà. T'as mis la prochaine news pour moi encore, Bad Magic? Tu veux la faire? Tu veux que je te la fasse? Allez, vas-y. Bah, tu dis quand tu passes dessus. Ah ben, on y est dessus, c'est quand tu veux, c'est à toi. Ok, c'est parti. Alors, la prochaine news, c'est pour PlayStation Xbox Series. C'est la sortie du jeu Forza Horizon 6. Attendu le 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC, Forza Horizon 6 sortira également sur PS5 plus tard dans l'année, marquant une étape importante pour une plus grosse licence Xbox. Développé par Playground Games, ce nouvel opus emmène les joueurs au Japon avec la plus grande carte jamais créée pour la série. Tokyo, route de montagne Togé, cerisier et en fleurs et culture automobile japonaise seront au cœur de l'expérience. Le jeu proposera plus de 550 véhicules dès le lancement, avec sûrement des mises à jour tout le temps, ils en font tout le temps, avec météo dynamique, saison, nouveaux événements et un fort accent mis sur le rassemblement automobile japonais inspiré du monde réel. Alors c'est vraiment la culture que je connais beaucoup, ça, et je dois avouer que les Forza Horizon sont des jeux auxquels je ne joue pas du tout. Pour la simple raison que moi, quand je joue à des jeux automobiles, ce qui me plaît, c'est la conduite. Et la conduite sur Forza, c'est l'équivalent de GTA. C'est pas de la simulation du tout, c'est quelque chose d'irréaliste. Par contre, pour ce qui est de l'ambiance automobile et de la culture automobile en général autour, et la collection de véhicules, etc., c'est super intéressant. Surtout que là, j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur un Forza Tokyo Drift, quoi. Ah oui, c'est l'idée générale. En fait, ça, c'est le principe des Forza Horizon, c'est ça. C'est l'éclat, c'est beaucoup plus arcade que les Forza Motor. Voilà. Alors, un truc fun qu'il faut savoir pour les fans d'anime, je vais vous dire une petite info qui a été découverte par les gens qui cherchent déjà dans toutes les infos du jeu. Ils ont trouvé, à droite de la map, il y a une route qui fait une certaine forme, et les mecs l'ont regardé, ils l'ont décalqué. C'est exactement la forme de la route du mont Akina. Alors, qui connaît le mont Akina? Ça vient d'un manga. Les amateurs d'Initial D, ça. Initial D, ouais. Et en fait, ils ont mis la route d'Initial D avec le lac qui est en haut, le point de départ où ils se mettent dans Initial D, où il y a le petit parking en haut et où ils commencent la route et tout. Eh bien, la route complète y est dans Forza Horizon 6, donc les gens pourront se faire des événements Initial D dans le jeu. Donc, a priori, on peut espérer retrouver la Toyota AE86. Ah, on peut. Il n'y a même pas à se poser la question, elle est dans tous les Forza depuis le premier, cette voiture. Donc, voilà.
La E86, il faut savoir qu'elle était. On la connaît tous de Initial D, mais en fait, pourquoi elle est dans Initial D cette voiture? Parce que l'auteur d'Initial D a demandé des conseils pour avoir une voiture un peu que personne ne s'attend à ce qu'elle soit bien, parce qu'elle est un peu lente, mais que finalement c'est un petit monstre sur les routes sinueuses. Et il a demandé ça à un homme qu'on appelle le Drift King Keiichi Tsuchiya. Et ce mec, en fait, Keiichi Tsuchiya, avait fait ses armes à l'époque des courses GT sur une Toyota E86 dans les années 80. Et il avait sorti une cassette VHS que j'avais à l'époque, qui se donnait sous le manteau parce qu'elle était illégale, de lui driftant dans les montagnes japonaises. Et c'est lui qui, justement, a lancé le mouvement du drift. Et en fait, ce mec-là était conseiller sur Initial D. Et c'est pour ça que dans Initial D, le héros a une voiture, une AE86. Voilà, la chaîne de Cercle d'Aube se transforme en chaîne d'histoire. On va faire d'ailleurs un programme avec Gus de Blood sur l'histoire du jeu vidéo, ça serait très cool. Là, on mélange histoire de culture automobile japonaise, d'animé et de jeux vidéo. Ça serait vraiment pas mal comme émission, je trouve. J'avais fait, alors, pour faire ma petite mon podcast, on avait fait des podcasts qu'on avait préparés avec mon pote Panda à l'époque. Maintenant, nos podcasts sont plus chill, on discute juste des news de la semaine et ce genre de choses. Mais à l'époque, on faisait des podcasts où on préparait les sujets, et des fois, les sujets nous prenaient une semaine à préparer. Et on faisait des sujets sur l'histoire, moi sur l'histoire automobile, sur l'astronomie, sur des trucs. Et on a eu un sujet justement sur on n'a pas eu l'automobile japonaise, mais on a eu des sujets sur l'automobile qui parlaient de parallèles entre l'automobile, le jeu vidéo, le manga, etc. En vrai, si ça te tente et qu'on s'occupe potentiellement du montage, etc., on peut faire un documentaire sur ça. Et puis on le monte et on fait quelque chose. Ça pourrait être cool. On pourrait, mais il faudrait du temps pour ça, et pour l'instant, le temps manque. On n'est pas obligé de le faire dans la semaine. Oui. En une semaine, c'est compliqué. Allez, on passe à l'actu ciné et série. Oui. Et on va vous parler du documentaire musical Iron Maiden Burning Ambition qui est sorti au cinéma ce 13 mai 2026. Réalisé par Malcolm Vanville, le film revient sur l'histoire du légendaire groupe de rock heavy metal d'ailleurs britannique Iron Maiden, de ses débuts jusqu'à son statut d'icône mondiale. Le documentaire mêle images d'archives, séquences de concerts et témoignages de membres emblématiques comme Bruce Dickinson ou Blaze Bayley, avec une approche centrée sur l'évolution du groupe et son impact sur la scène métal. Un film événement pour les fans de rock et de métal qui célèbre l'un des groupes les plus influents de ces 40 dernières années. Moi personnellement, je suis trop jeune, même si j'écoute beaucoup de métal, d'heavy metal et de rock, mais je suis trop jeune pour apprécier Iron Maiden, pourtant je reconnais leur travail, etc. Et je pense que ça plaira aux amateurs du groupe. Alors, moi j'aime bien ce genre de groupe, mais il y a un truc que je n'aime pas, c'est les films sur les gens qui sont encore vivants. Ok. J'ai un truc comme ça où j'ai toujours l'impression que c'est la personne qui en fait veut se... C'est un boost d'ego de la part des gens. Et en fait, c'est pour ça que le film sur Michael Jackson ne me dérange pas, qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Le film sur Queen, j'aimais bien aussi. Mais par exemple, les films sur les gens qui font leur propre film biographique, j'aime pas. Donc du coup, c'est pas un truc que je regarderai. Mais j'aime bien le groupe. Et on sait tous que c'est un complot et que tous ces gens-là sont sur une île et qui vivent isolés. Ils sont pas morts. Pour revenir sur les films, effectivement, là, c'est plus un documentaire qu'un biopic. Oui. Du coup, c'était une autre approche. Personnellement, je me laisserais plus tenter par celui-là, même si effectivement ils sont encore vivants et tout, que justement par les biopics qu'on voit malheureusement trop ces derniers temps. C'est un peu trop la mode aussi. Oui, je commence à en avoir marre, que ce soit pour des biopics de chanteurs ou autres, hein, parce qu'il n'y a pas que les chanteurs qui ont droit à leur biopic. Et du coup, je trouve que c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant. Le documentaire, là, qui du coup interroge des gens du groupe ou des proches, que d'avoir un truc qui est romancé façon biopic, où tu auras une partie de vrai et puis les autres trucs qui sont du raconté. Ouais, ben la question là, c'est ce qui sera vrai. Et en fait, ce que j'aime pas dans ce genre de truc, en fait, pourquoi j'aime pas quand des gens sont encore vivants? Parce que souvent, ils osent pas dire les côtés négatifs des gens. Et moi, je suis un connard, j'aime bien voir
les côtés négatifs des gens, tu vois. Et quand la personne est encore vivante comme ça et qu'il y a un film qui est fait, ben, il a encore un contrôle sur son image. Donc si jamais, admettons que, je ne sais pas que c'est vrai, mais admettons que Bruce Dickinson, pendant un moment, ait frappé sa femme et était alcoolique, ben, en fait, il va très bien dire « Ah ben non, on ne le met pas dans le documentaire ». C'est pour ça que j'aime pas quand les gens sont encore là. Après, quand les gens sont morts, t'as aussi la famille qui a tendance à retenir un peu les Oui, ça cheveux sur ce aussi, qui est dit aussi. c'est Donc sûr. bon. Enfin, vous l'aurez compris, que vous soyez mort ou vivant, si vous faites un biopic, Gus de Blood risque de pas venir voir votre film. Donc, Pour être honnête, j'en ai vu qu'un seul. J'ai vu que celui de Queen, de biopic. Ouais. Et c'est parce que quelqu'un qui était chez moi m'a dit viens, on le regarde. C'est tout. Sinon, je l'aurais pas regardé. Donc, dans tous les cas, c'est vrai que je l'aurais pas vu. allez, on enchaîne et on va parler du film d'animation japonais Junk World qui sortira au cinéma le 13 mai 2026. Réalisé par Takahide Ori, le film sert de préquel au très remarqué Junkhead, devenu culte pour son univers étrange et sa réalisation artisanale en stop motion. L'histoire se déroule plus de 1000 ans avant Junkhead et suit une expédition composée d'humains, clones et cyborgs dans un immense empire robotique souterrain. Entre voyage temporel, science-fiction et ambiance apocalyptique, le film développe encore davantage cet univers dérangeant et fascinant. Comme le premier film, Junk World impressionne par sa fabrication presque artisanale, portée par Takahide Ori lui-même, qui a longtemps travaillé quasiment seul sur la licence. Le film a déjà été présenté dans plusieurs festivals internationaux, dont Toronto et Gérardmer, une sortie à surveiller pour les amateurs de science-fiction atypique et d'animation expérimentale dans la lignée de McGod ou Blame. Bon, effectivement, c'est très dérangeant visuellement. Hein. Si vous n'êtes pas habitué, je comprends que ça puisse repousser. Mais si vous avez regardé à l'époque le Junkhead, vous retrouvez exactement ce qui a fait tout le succès de ce film à l'époque. Voilà. Après, ça a un certain public. C'est particulier, on va dire. Mais ça fait partie du paysage cinématographique du monde. Donc c'est bon à savoir et c'est bon à découvrir. Ah, j'adore ce genre de film, donc je pense particulier, mais je vais peut-être me laisser tenter. C'est vraiment ma cam. En plus, l'animation est totalement à la fois bien faite, mais starbée, donc j'aime bien. J'aime beaucoup le visuel. Si vous avez regardé aussi à l'époque, mais c'est plus sur un autre continent, les grandes vacances de cow-boys et indiens. C'était fait avec des petits jouets comme ça, et t'avais les personnages, oui, cow-boy, oui, cheval, comme ça qui se parlaient. C'était assez délire, et pareil, c'est un petit peu le même style, c'est tout en stop motion. Voilà, je vous encourage à aller le voir, c'est un peu le même style de film et de série. D'accord, intéressant. Ouais. Voilà, bon, pas sûr que ce soit intéressant, mais en tout cas, c'est du stop motion, c'est assez rigolo à voir. Allez, on continue cette chronique, et pour célébrer les 10 ans du film, on va parler de Yu-Gi-Oh! The Dark Side of Dimension, qui sera de retour, qui est déjà d'ailleurs de retour au cinéma en France du 14 au 17 mai 2026 seulement, grâce à un partenariat entre Animation Digital Networks et CGR Events. Ce long métrage culte directement lié au manga original de Kazuki Takahashi suit le duel final entre Yugi et Kaiba autour du puzzle du Millennium et du retour d'Atem. Les séances proposeront le film en VF et VOST-FR avec plusieurs projections événements dans toute la France. Un vrai événement nostalgique pour toute une génération ayant grandi avec l'animé et le jeu de cartes Yu-Gi-Oh! Oh, je vous le demande pas si vous avez joué, je crois qu'on s'était déjà posé la question. Moi, j'étais un fan du manga quand j'étais gamin de la première heure, parce que pour le coup, c'est ma génération au collège. Donc c'est vrai que je l'ai beaucoup regardé. Par contre, j'avais jamais vu le film, donc je réfléchis encore si je vais pas me laisser tenter à y aller ce week-end. Quand même, j'ai pas de CGR à côté de chez moi, donc il faudra que je regarde où est le plus proche. Est-ce que vous connaissez la BD Sentai School? Non. Ou alors tu vas en parler, je vais te dire oui, mais là tout de suite. C'est une BD parodique de Philippe Cardona et France Testa, c'est une BD française. J'ai les 5 tomes, les 5 tomes qui existaient quand j'ai acheté là en bas. Et il y a un tome où il parodie Pokémon et Yu-Gi-Oh! Et c'est personnellement la seule interaction que j'ai avec l'univers Yu-Gi-Oh! De toute ma vie. Ok. Je ne connais absolument rien sur Yu-Gi-Oh! Et par contre, il y a un truc qui m'a amusé dans ta présentation. Tu as fait de l'acronyme VOSTFR un mot. Alors parce que depuis gamin, je dis VOSTFR.
Voilà, faut se faire. Je vous donne mon mot, c'est cadeau. Je dis ça, Vost FR. Voilà. Je te rassure, t'es pas le seul à le dire, j'en connais plein. VF, Ouais, ça sonne bien parce que c'est dans le son, c'est V et F. Mais pour moi, c'est devenu presque un mot. Et effectivement, pour VOST FR, pour moi, c'est Vost FR. Ouais, c'est Voilà. Vost FR. En vrai, quand tu as dit, j'ai fait tiens. Et c'est pas Vostfreux, j'ai quand même fait l'effort de séparer ça. Mais oui, j'en ai fait un mot. C'est pour vous, c'est cadeau à mettre dans le dictionnaire de la langue française. Ce sera pas plus ridicule que d'autres mots d'ailleurs. Donc voilà. Oui. Vost FR. Ouais, moi, personnellement, du coup, Lima, toi, Yu-Gi-Oh! Je regardais, mais je savais même pas qu'il y avait eu un film. Donc voilà, Pareil. c'est pour dire. Donc moi, je me suis arrêté à Yu-Gi-Oh! À la fin quand il récupère tous les éléments du puzzle du Millennium et que il arrive à sauver tout le monde. Et après, j'avais vu de temps en temps des épisodes des saisons suivantes là, quand ils sont sur des motos, À des l'EDX trucs et comme tout ça. ça. Là. Ouais, bon. Ouais, mais bon, voilà. Je te dirais que c'est un petit peu comme les Pokémon. Au bout d'un moment, il fallait arrêter. Bah, ils ont pas arrêté, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi. C'est souvent ça avec les franchises. Tant qu'elles marchent, elles continuent. Et des fois, il ne faut pas qu'elles continuent, mais elles continuent à marcher. Ouais. Donc, Bon, après, Et voilà. quand elle marche, elle continue. Et vu qu'elle continue de marcher. ben, Quand il y a son public et que ça produit du pognon, généralement, il continue le truc. C'est un peu dommage parce que du coup, en fait, on a tendance à toujours en demander plus jusqu'au moment où ça dérive et on est déçu et on dit, en fait, le truc était pas si bien. Ouais, vous auriez dû vous arrêter il y a 3 saisons. C'est l'idée. Sinon, pour revenir, tiens, pour faire un petit peu de pub, si vous avez jamais lu les gens Saint High School de Philippe Cardinal et de France Sorta, ça se trouve à la FNAC et ce genre de choses. C'est une parodie de tout ce qui est animé, jeux vidéo, films cultes, etc. C'est des mecs qui sont dans une école de héros de Sentai, donc de héros à Power Ranger et tout. Ça suit le groupe de ses élèves. C'est de l'humour absurde, c'est un mi-chemin entre Monty Python et les nuls, quoi. Moi, les BD, personnellement, j'ai pleuré de rire en lisant les BD la première fois. Alors moi, je les avais jamais lus, mais par contre, quand tu m'en as parlé, j'ai regardé les visuels et effectivement, j'avais déjà vu les Alors oui, bouquins. le dessinateur a fait beaucoup d'autres choses aussi, et du coup, son visuel est assez connu. Mais oui, en fait, à la base, je connais parce que l'auteur est un ami de mon ex-beau-frère, celui que je vous ai déjà dit, qui travaille sur autre chose. D'ailleurs, le tome 1, pour info, pour ceux qui l'ont jamais vu, ou pour ceux qui pensent l'avoir déjà vu en magasin, date de 2006. Oui. Donc c'est quand même pas tout jeune. Par contre, sachez-le, le dernier tome, ou du moins le plus récent, date de 2020. Donc c'est pas abandonné, entre guillemets, ça dure quand même un moment. En fait, il y a tout un lore là derrière, parce qu'ils ont fait les 3 premiers tomes, ils se sont disputés avec leur éditeur, il y a eu une pause, ils ont fait les 4 premiers tomes, ils se sont disputés, il y a eu une pause d'1 an ou 2, parce qu'il y a eu un problème avec l'éditeur. Ils ont fait le 5e tome, il y a eu un autre problème, et il y a eu une pause de 10 ans. Donc pendant 10 ans, ils n'ont rien fait, en fait. Une pause de 10 ans, pas une pause. Ouais, c'était un gros problème entre l'éditeur et je sais plus quoi, des gestions des droits, de ce qu'ils voulaient que la série devienne, etc. Et du coup, les deux auteurs ont mis un holà au truc. Ils ont fait, si vous voulez pas qu'on fasse ce qu'on veut en tant qu'auteur, on arrête de faire tout simplement. Et du coup, ça a eu une grosse pause. Et puis ils sont revenus après, je crois que ça a changé de maison d'édition au milieu. Moi, j'ai les éditions d'origine. Je sais que par exemple, mon tome 5 n'est pas la même maison d'édition que les tomes 1, 2, 3, 4 que j'ai. Ok. Et je crois qu'il y a les tomes 6 et 7 maintenant, je les ai pas lus encore. Il faut que j'y chope. Alors, si je te dis pas de bêtises, parce que je regarde, on en est au tome 8. Ouais, il faut. J'ai pas vu le 6, je l'ai, mais je suis en train de regarder le 6, je l'ai, mais le 7-8, je les ai pas. Voilà. Donc il me faut les 7-8. Et j'espère que c'est resté dans le même ambiance. Parce que c'est pas que c'est totalement con, c'est que c'est totalement absurdement con, ce truc. et ça me fait vraiment, ça m'a vraiment, je vous jure, dans le tome 1, 2, 3, il y a des moments qui m'ont fait pisser de rire. Donc c'est génial. Donc du coup, faut. Eh ben si vous avez l'occasion. Pour continuer dans l'absurdité, comme dit Olshan, moi ce que j'aime dans Yu-Gi-Oh, c'est quand il bat Freezer avec l'aide d'Athéna, tout à fait. C'est d'ailleurs le meilleur moment du manga. Je vous invite à regarder la scène, elle est géniale. C'est ce que j'allais dire exactement aussi. C'est la meilleure scène de tout le manga. Tu veux rigoler, pendant qu'on discutait, j'avais lu son commentaire.
Et je me suis dit, ouais, il parle d'un truc qui se passe dans Yu-Gi-Oh! J'avais même pas capté que c'était Freezer. Et on y croit. J'ai cru, putain. Eh ben, allez voir et vous vérifierez par vous-même les dires d'Olshad et il vous a super bien vendu le manga, donc allez-y, foncez. Je pense que c'est même le meilleur épisode de Ah oui, toute la série. il est fantastique. Attends, si on parle des mangas, justement, je pense, un des rares de l'époque, parce que j'avais, dans les années 90, j'avais entre 8 et 12 ans, tu vois, c'était vraiment l'époque à laquelle j'ai dû regarder Club Dorothée et tout. J'ai jamais accroché à Dragon Ball ou Saint Seiya ou les Chevaliers du Zodiac. J'ai toujours trouvé ça nul, enfin moyen en fait. Et je me fais beaucoup insulter par mes copains à cause de ça. Alors, d'ailleurs, deuxième faux, parce qu'il y en a peut-être qui suranalysent ce que Gus a dit. Dans les années 90, il avait entre 8 et 12 ans. Ça veut pas dire qu'il est né un 29 février. Hein. C'est pas parce qu'il y a 4 ans d'écart. Ne suranalysez pas la phrase. En fait, techniquement, dans les années 90, j'avais entre 7 et 17 ans, du coup. Voilà. Dans les années 90, de 90 à 99, tu vois. Donc, Tout à fait. Bon, eh ben messieurs, on a bien avancé, on a bien charbonné. On va pouvoir profiter et on va pouvoir partir sur l'actu des invités et on va parler de toi, Blood. Tu m'as appelé Blood? Ouais. Les actus de Gus de Blood. Bonjour. Et les actus de Gus de Blood. Et bah ouais, je sais pas pourquoi j'ai synthétisé sur Blood. Bon, ok. Mais bon, ça peut-être parce qu'on parlait d'Athéna et tout ça. Ouais, c'est ça. En fait, on a réinventé ton lore direct. Olshad, ce n'est pas que j'aime pas, c'est que je suis totalement indifférent. Je trouve ça moyen. C'est pas une haine ou genre Par exemple, tu me dis, viens, on va voir le film Dragon Ball au cinéma. S'il y a un film qui sort ou un truc genre, je viens et je vais passer un moment dans le film et je vais dire, c'était cool. Mais je vais pas en être un grand fan. Bon. Eh ben, alors que mon petit bonnet... C'était tout pour l'actu de Gus de Blood. Merci d'être venu. Maintenant, valide la chaîne. On passe au prochain invité. Ah, on n'a pas d'autres invités. En tout cas, on va parler de toi, effectivement, et on va parler de ton livre, de ton jeu de rôle et de ton émission. Tes jeux de rôle, c'est vrai. Non, mes livres, les jeux de rôle, il n'y en a qu'un, s'il te plaît. Mais il est tellement bien et c'est un univers étendu. Voilà. Trop étendu. Trop étendu. Dernièrement, je réorganise des trucs et il y a trop de choses. Je crois que je vais tuer la moitié des personnages. Je crois que je vais détruire la moitié du monde, comme ça sera plus court. Ah, tu vas nous faire une Gérard Martin. Il y a un auteur, si vous connaissez Helsing, dans les tomes d'Helsing écrits, à la fin, l'auteur, il fait des petits mots, et à un moment, il dit « Ouais, ce personnage me fait chier, je le tue au prochain tome. Voilà. » Note de bas de page. Mais c'est ça en plus. Et ouais, donc en gros, j'ai maintenant, bon, pour l'instant, il n'y en a que 40 exemplaires, donc 20 de chaque. Mes 2 romans existent en version réelle. Il y a le tome 2 dans ma main là, et le tome 1 derrière moi, contre mon mur. Et ils sont super bien imprimés par une petite imprimerie locale, comme je disais tout à l'heure. J'ai même intégré la carte du monde dans la première page pour vous montrer les lieux qui sont présents dans le roman. Et donc là, c'est le tome 2 que j'ai en main parce que je pensais avoir 2 tomes 2 et 2 tomes 1 là, et en fait, j'ai qu'un tome 1, un tome 2. Et là, la carte du monde que vous voyez juste, enfin, c'est la carte du bas du continent qui est là et qui est posée à l'envers. Je viens de me rendre compte qu'elle est posée en fait. D'ailleurs, tous les personnages sont accrochés dessus pour pas tomber. Mais en gros, attendez. C'est la preuve que la Terre est plate. C'est ça. Pourquoi se faire chier quand on peut ne pas se faire chier? Voilà. Et puis comme ça, on met le monde à l'endroit. Elle était accrochée au mur au début, mais comme on disait tout à l'heure, ça n'a pas tenu. Donc du coup, elle est en bas. Plus accrochée. Voilà, cette carte du monde que j'ai refaite il n'y a pas longtemps, c'est la moitié d'un des continents. Il y a 3 continents. Okay. Donc le monde est légèrement plus développé que ça. Mais les 5 premiers romans que je vais écrire, j'en ai 3, j'en ai 2 et demi pour l'instant, se déroulent dans cet espace-là. Et du coup, j'ai commencé à faire des salons du livre pour vendre mes romans, pour les faire connaître et pour m'approcher d'autres auteurs et d'autres maisons d'édition. Le dernier que j'ai fait s'appelait Plume en folie à Saint-Victor-de-Cessieux, que vous connaissez tous, bien sûr. Saint-Victor-de-Cessieux. Saint-Victor-de-Cessieux. Sur la A... Voilà, la 320, c'est ça? Non. Ok, merci Bérial, qui dit qu'il voulait se trouver. En fait, c'est à côté de Bourgoin-Jallieu, donc entre Lyon et Grenoble.
C'est un Parfait. petit village où il y a un château et il se trouve que le châtelain de ce château est un homme qui adore les livres, qui est fanatique de livres. Et du coup, très souvent, il fait des foires aux livres et de temps en temps, il fait des salons pour les auteurs locaux. Donc, du coup, j'ai été à ce salon-là en tant qu'auteur local. Et j'ai parlé de mes livres et je me suis dit que j'allais faire d'autres salons pour essayer de connaître des gens, des maisons d'édition. Et en fait, là, j'ai trouvé, justement, on parlait de me faire éditer, d'avoir les livres qu'on puisse les commander vraiment sur Internet facilement. Et en parlant avec les gens dans ce salon, des gens m'ont donné une maison d'édition qui s'appelle Enco, N''CO. Exactement, style. Et, euh, et cette maison d'édition privilégie les auteurs qui sont dans le Rhône-Alpes, là où Ok. j'habite du coup. Et c'est une maison d'édition qui est à Vienne. Alors pas Vienne en Autriche, Vienne en France. Et du coup Vienne, c'est à côté de chez moi. Et donc peut-être que du coup, mes livres seront imprimés par cette maison d'édition avec un vrai suivi et une vraie possibilité de les commander sur des sites genre Amazon ou la Fnac ou ce genre de choses. Et ils seront sûrement mieux foutus que ceux-là. Mais ceux-là, c'est la première édition. Et ils seront peut-être moins chers d'ailleurs aussi, parce que ceux-là, ils sont chers parce que comme je les ai pris en tout petit tirage dans une imprimerie locale, il se trouve que ça m'est revenu assez cher. Pour tout vous Ouais, dire. et si tu dois nous vendre l'univers de tes livres, qu'est-ce que tu en dirais? L'univers. Comment tu décrirais ça? L'univers de mes livres, c'est du low fantasy. C'est vrai que j'en parle pas dernièrement parce qu'en fait, à chaque fois, je parle du fait qu'il y a des livres qui existent, mais je parle pas du truc. C'est pour ça. C'est du low fantasy. Le premier livre va suivre les enquêtes d'un garde sur des meurtres mystérieux faits par une mystérieuse créature. J'ai mis mystérieux 2 fois dans la phrase. Et il y a de la magie. C'est un monde où il y a de la magie, mais elle est peu présente. C'est-à-dire qu'il y a des mages, mais c'est pas un monde comme Donjons et Dragons où il y a tout est fait par magie, où vous aurez 50 trucs, des maisons volantes, etc. Non, il y a de la magie, mais la magie est plus discrète dans ce monde. Et en fait, c'est un monde qui a été dévasté il n'y a pas longtemps. Il n'y a qu'un seul pays, entre guillemets, un royaume qui reste debout dans le monde entier. C'est le royaume où se déroule le truc, où se déroulent mes romans. Et donc, mes romans s'appellent les Chroniques de Reaper parce qu'ils s'appellent le royaume de Reaper. Alors, c'est Reaper, R-E-E-P-E-R, pas R-E-A-P-E-R. Et en fait, à la base, c'est un acronyme dont je ne me souviens plus la signification. C'est quelque part dans mes dossiers. Et ça fait tellement longtemps qu'il a été créé, ce royaume. Et donc, le premier... en Suisse, autour d'une table où des mecs gèrent leur royaume. C'est ça, en fait. Mais tu rigoles, mais en fait, à la base, ce royaume a été créé par Panda. Bah voilà, moi je rigole jamais avec des sujets sérieux. Du coup, je pense que cet acronyme Reaper doit avoir une signification qu'il va falloir que tu retrouves. Je sais qu'un DR c'était rapière et un DR c'était électricité. Je sais pas pourquoi. Mais, mais le P, je sais plus du tout ce que c'est. Et en fait, donc le premier livre va suivre des enquêtes de ce Walter Velarius sur ces meurtres de monstres, avec accompagné d'une seconde, et il y a aussi une petite voleuse qui se fait accuser à tort d'un des meurtres et qui du coup cherche à se faire innocenter. Et le deuxième livre va justement suivre la petite voleuse qui part à l'aventure toute seule, de son côté. Ben, Beria, tu as lu les deux maintenant, hein. Et le troisième livre, on va revenir... Trop bien. Petit spoiler, le troisième livre, on va revenir sur Walter. Et il y aura la petite voleuse aussi dans le... Je l'appelle petite voleuse parce qu'elle est petite en taille, mais elle est adulte, et c'est pas une enfant. Petite, ouais. Et du coup, le troisième livre, et tous ces romans se déroulent du coup dans mon univers du jeu de rôle. Ce qui veut dire que tous les personnages que j'ai fait dans mes livres ont quelque part en bas dans un classeur une feuille de personnages du jeu de rôle. Ils sont vraiment existants. Et parallèlement à tout ça, ah ben tiens, elle est juste là d'ailleurs, j'avais rependu, du coup je vais le mettre. Avant de sortir le troisième roman, je vais sortir un livre pour enfants, enfin pour 10-14 ans, je vais dire, 10-12 ans plus, qui apparaît d'une petite sorcière que vous voyez ici, qui est là, qui s'appelle Yuki. Et cette petite sorcière va vivre des aventures et elle fait partie du monde de mon jeu de rôle. Et c'est parce que, comme les gens ici le savent, mais peut-être pas tout le monde, je fais du babysitting. En fait, les enfants que je babysit m'ont poussé à faire des choses pour eux dans mon univers. Parce qu'il n'y a que des trucs pour adultes, ils se sont dit, ouais, mais nous aussi, on veut lire ton univers. Donc, du coup, j'ai créé, merci Beria, j'ai créé un petit personnage, une petite sorcière qui va vivre des aventures dans le monde de mon jeu de rôle,
Donc elle évolue en même temps dans le même jeu dans le même univers que les personnages de mon roman, qui le tout se passe dans le même univers que mon jeu de rôle et qui est disponible. Ah, d'ailleurs, je vous invite, parce que tu parles de Yuki, je vous invite à aller voir l'Instagram. Je vous ai mis d'ailleurs le Linktree de Gus dans le chat. Je vous invite d'aller voir son Instagram. Il en a deux. Il a Gus de Blood et Gus de Draw. Je vous invite d'aller voir les deux, mais surtout Gus de Draw. Vous allez voir tous les dessins qu'il a fait de Yuki, de l'univers, etc. Mais aussi les dessins qu'il a fait durant les festivals du jeu. Donc vous pourrez voir d'ailleurs de gros dessins là qu'il a fait, qu'il nous a montré tout à l'heure. Voilà, avec un petit easter egg avec un diable qui est tout en bas. Voilà, il nous a raconté l'anecdote tout à l'heure qui était assez cocasse. Mais voilà, en tout cas, je vous invite à aller regarder ça. Parce que le gros problème, je peux pas la raconter, mais juste en direct, le fléau qui sévit sur les salons du livre dernièrement, c'est les gens qui font des livres par intelligence artificielle, et je parle pas de la couverture, je parle du livre entier. Et là, justement, c'est un des fléaux. Cette personne-là qui exposait avec nous au salon, on l'a découvert pendant le salon que c'était un de ses fléaux. Il fait tout par IA et tous ses livres sont faux. Et c'est des livres qui ont d'informations pour les enfants et les informations qu'il y a dans ces livres sont fausses. Donc c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le fait de ne pas dire de la merde aux enfants, et ce mec, c'est le premier truc qu'il a fait. C'est surtout la réflexion qu'il a fait où tu disais qu'en gros, il disait c'est pour les enfants, on s'en fout. C'est exactement ça. C'est quand même très moyen de la part de cet auteur. Clairement. Voilà. Pour les enfants, c'est pas grave si c'est fou. Pas grave, c'est pourri, c'est pour les enfants, toi. En attendant, ce monsieur fait de la thune sur le dos de ses enfants, donc c'est quand même pas cool. Et il a vendu 10 fois plus de livres que moi dans ce salon. Voilà. Bon. Eh ben, messieurs, il est bientôt la demi, donc c'est cool. On a réussi à tenir notre carnet de route. On va passer tout de suite à l'actu du Cercle de l'Aube. Ah, c'est bien ça. Et ne quittez pas la chaîne, puisqu'à 20h, vous allez retrouver le cercle dont vous êtes le héros avec Beria qui va reprendre la suite. Ça démarra d'ailleurs peut-être un peu plus tôt, parce que là, c'est que la demi. J'ai voulu aller vite pour libérer ces messieurs, mais ça démarrera sûrement un petit peu plus tôt. Donc vous retrouverez la suite de vos aventures. Je vous rappelle que vous êtes des pirates et que vous êtes en direction de l'île de... J'ai plus le nom. Mais en gros, il vous faut devancer les pirates dont vous vous êtes échappés pour sauver une princesse. Si mes souvenirs, une reine ou une princesse. Une reine ou une princesse. Donc voilà, n'hésitez pas à y retourner. À Port-les-Landes, exactement. Vous devez arriver à Port-les-Landes avant eux. Voilà, n'hésitez pas à y retourner et à aller voir ce qu'il fait. C'est très bien compté. Sachez que c'est vous qui décidez de l'aventure. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que vous soyez là. Et vous irez donc sauver la reine Titiana. Voilà, sur l'île de Port-les-Landes. Je pense qu'on est à la moitié du voyage, peut-être presque à la fin du voyage, ça dépendra de vos décisions et de vos choix. Mais voilà, en tout cas, restez là, ne quittez pas le stream. On passera sur une petite page d'intermède et vous pourrez retrouver par la suite Beria pour ce cercle dont vous êtes le héros. Deuxième info, du 22 au 24 mai, toute l'équipe, ou du moins ceux qui ont pu se déplacer, se réunit pour Octogone à leur expo de Lyon. N'hésitez pas à venir nous voir, à nous saluer lors de l'événement. On aura des t-shirts brandés, le Cercle de l'Aube, avec des gros QR codes dans le dos, parce qu'on n'était pas assez narcissique, il fallait qu'on se fasse bien voir, on voulait faire les hommes sandwich, mais on n'a pas eu le droit de rentrer avec deux panneaux devant derrière. Voilà, donc sachez qu'on aura des gros surtout la tenue qu'on avait en dessous qui posait problème. Ah non, c'est ça. Tout nu avec les deux panneaux. C'est ça, mais du coup, le QR code n'était pas autorisé. Vous nous retrouvez donc là-bas, n'hésitez pas à nous approcher, sachez qu'on a une multitude de petits badges à distribuer, donc n'hésitez pas à nous approcher si vous voulez récupérer votre petit badge et nous soutenir en affichant notre image. Et voilà, c'est une façon pour nous aussi de vous remercier pour ceux qui nous suivent. Et comme le dit Shaolan dans nos oreilles, on ne mord pas, sauf si vous demandez, mais encore ça dépendra des personnes. Mais voilà, sachez qu'on ne mord pas, donc n'hésitez pas à nous approcher, à venir parler avec nous. Venez parler de vos projets, de ce que vous faites dans la vie, de ce que vous avez envie de faire plus tard. Mais aussi, si vous avez des idées à nous proposer ou des choses pour lesquelles vous voulez travailler avec nous, des parties de jeux de rôle, des actual plays, etc. que vous voulez faire avec nous, ce sera avec grand plaisir qu'on échangera et qu'on réfléchira à tout ça. Le 29 mai, je vous avais dit qu'on repoussera de 15 jours. Non, on repousse de 3 semaines. Le 29 mai, à la place du 18-20, on aura une émission de débrief d'Octogone avec toute l'équipe ce coup-ci. Donc autant ceux qui y sont allés que ceux qui y sont pas allés. Comme ça vous permettra de voir tout le monde sur un seul plateau. A priori, j'espère qu'on aura aussi Shaolan qui sera pas caché
derrière la régie. Voilà, j'espère bien qu'il sera là. On vous fera un retour parce que on va faire un truc un peu particulier. Charlotte va arriver en homme orchestre avec sa console devant lui pour gérer le stream directement, puisque tout le long du salon d'Octogone, le samedi et le dimanche, on va vous streamer en direct live depuis le salon nos tribulations, notre tour à l'intérieur. On a la chance, grâce à Olshad, merci à lui, et à Chat, d'avoir 2 créneaux horaires sur les 2 jours le matin pour pouvoir faire des interviews. Donc on va recevoir 3 personnes. On essaye encore d'avoir tout le monde pour le dimanche. Si vous mordez pas, je vois pas l'intérêt de vous approcher. Bon, écoute, on te mordra alors tous ensemble. Mais voilà, on a la chance grâce à lui d'avoir ces 2 créneaux, donc on va pouvoir interviewer des gens. Lima en parlait tout à l'heure. On aura Susano, je peux déjà vous l'annoncer. J'ai déjà planifié le matin, moi, d'avoir un rendez-vous avec Cax, donc la cosplayeuse. Donc on aura la chance d'avoir Cax en première invitée. On aura aussi Nico de World's Awakening qui gère la forge, voilà, qui gère donc les jeux encore non édités, qui sont encore en test, et qui va venir nous parler un peu de la forge de World's Awakening et de tout ce qui va se passer un petit peu à la forge durant tout le week-end. Et le lendemain, vous verrez, on recevra un nouveau jeu de rôle auto-édité, ou du moins en cours d'édition, dont je ne vous parle pas tout de suite, mais je vous tease un petit peu le truc dès maintenant. Et on cherche toujours encore 2 autres personnes à interviewer. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'on va trouver les personnes à qui s'approcher, et qu'on va trouver sur place largement quelqu'un à interroger. Voilà, en tout cas, ce sera le programme. On sera a priori en live de 10h, grosso modo, jusqu'à 18h le soir, avec une pause, potentiellement même une cassure. On coupera le stream d'une heure, de midi à 13h, pour déjeuner, tout simplement. Parce que oui, on est des gens qui déjeunent. Nous sommes des gens qui déjeunent. Voilà. D'ailleurs, on ne mange pas, nous, on déjeune, parce qu'on est un petit peu... Parce que vous êtes des jeunes. Voilà, parce qu'on est des jeunes dans l'âme, en tout cas. Et quant à nous, pour le 18-20, on se retrouvera du coup le 5 juin, donc c'est ce que je vous disais, ça repousse de 3 semaines, en compagnie, pour l'instant, de Bender Benichou, et d'un invité mystère, puisque j'ai pas encore de personnes qui sont placées sur cette date-là. Potentiellement, je sais que là aussi, je vais trouver des gens qui vont vouloir venir, il n'y a pas de souci. Et peut-être même que pendant le salon, je vais trouver potentiellement un auteur, un illustrateur à faire venir. Donc voilà, je laisse la place ouverte pour l'instant. Si j'ai personne d'ici là, je sais que je vais trouver des gens dans nos collaborateurs et dans les amis qui nous soutiennent depuis le début. Voilà. En tout cas, cette édition du 18-20 est terminée. Merci Gus de Blood, merci Limaïs Gaming d'avoir co-animé. Merci à toi. Merci à toutes les personnes dans le chat qui étaient présents. Merci aux gens qui nous suivent sur Instagram, Twitch, YouTube, pas X, parce que X, on n'y va pas, c'est un réseau pourri. Voilà, on est très peu sur TikTok aussi. Vous verrez qu'il y a trois publications, dont la 100e, qui n'est du coup pas du tout une 100e sur TikTok. Mais voilà. Merci encore. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, et on vous laisse avec le cercle dont vous êtes le héros qui suit derrière nous. On fait des bisous. Bye bye. Ciao, ciao. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bisous, à la semaine prochaine, sûrement. Ciao, ciao.